Oui, c'est là, la peine de crier. Il faut le silence pour m'entendre. Bon, je fais résonner ce bol et jaillir une source. L'onde radio d'une fréquence de 93 300 000 Hz vous traverse. Vous êtes sur Radio Campus. Vous êtes bien sur Radio Campus pour la dernière émission d'Esprit es-tu là ? Et oui, c'est déjà la dernière émission de l'année scolaire. Et donc, on est avec Thibaut et Xavier. Je sais pas si je dois dire Xaël ou Xavier. C'est comme tu veux, tu peux dire Xaël, ça sera plus simple. Ok. Et donc, aujourd'hui, on va parler de chamanisme, en gros, de la théorie à la pratique. Je vous laisse, c'est vous les spécialistes. Ça marche. En fait, je pense qu'il est intéressant pour revenir sur la notion de chamanisme, la notion de d'où ça vient tout ça. Et donc, j'aime bien revenir aux premières migrations, il y a 100 000 ans, où lorsque ils sortent comme ça d'Afrique par tout le bassin du Moyen-Orient, et après ils vont se répandre dans le monde, eh bien, ils sont après divisés à travers des milliers d'années, et on a pu retrouver, par exemple, chez les aborigènes ou alors chez les chamans au niveau amérindien, qu'il y avait des similitudes au niveau de la pratique. Du coup, ils ont inféré que les premiers hommes avaient une pratique, en tout cas, similaire. Parce D'accord. que, vu que ces continents se sont séparés avec le temps, ils ont été laissés à eux-mêmes. Et qui a dit ça ? J'ai pas... Ça, c'est une moi. bonne question. Oui, non, c'est dans un documentaire justement sur Arte, justement qui revenait au niveau des migrations et qui expliquait que de voir les points communs entre ces différents continents qui se sont séparés, les cultures qui ont été dedans, de voir que leur similitude peut montrer une similitude au niveau du bagage culturel qu'ils avaient Ouais. en commun. Ça paraît logique. Oui, Parce c'est que comme... la dérive des continents continue en fait maintenant. Enfin, ouais. c'est avéré que ça soit. Et puis bon, je trouve qu'on reconnaît bien le fait que par exemple l'imbrication des pays entre elles quand on regarde la map monde, c'est assez parlant. Ouais, bah c'est l'image qu'on peut avoir, c'est des personnes qui sortent d'une même école, notamment ils ont le même bagage culturel et du coup vont à peu près expliquer les choses de la même façon. Donc quel est ce bagage culturel Ok. C'est juste- Je te laisse présenter l'anime. Ok, alors du coup, effectivement, quand on regarde au niveau la migration des peuples, on peut penser qu'il y a une base commune. Après, on peut penser aussi qu'avec les différentes cultures, il y a eu des fois des rencontres qui ont fait qu'il y a eu des partages, il y a eu des influences qui ont été faites d'une culture à une autre. Donc, c'est pas forcément toujours si simple que ça de se dire, voilà, est-ce qu'il y a réellement une base commune ou est-ce que ça a été issu d'un mariage ou est-ce que la base commune, elle est autre que purement physique et matérielle ? Parce que quand on regarde le chamanisme, il y a beaucoup de choses, et on va parler un petit peu d'animisme comme vous l'avez proposé. On peut se rendre compte que la plupart des chamans vont dire que leur savoir vient de l'esprit des plantes, de l'esprit des animaux, etc. Et on y reviendra, à mon avis, un petit peu tout à l'heure par rapport à ça. Comment la connaissance chamanique, elle est découverte, comment elle est léguée, comment elle est apprise. Et je pense qu'il y a des éléments qui peuvent questionner. Après, si on regarde sur le côté purement socioculturel, effectivement, il y a vraiment ça. Alors, dans le chamanisme, qu'est-ce qu'on retrouve de manière générale ? Pratiquement dans toutes les cultures du monde, que ce soit chez les Amérindiens du Nord, on peut même aller jusqu'aux Inuits, aux Amérindiens du Sud. La Sibérie. La Sibérie, effectivement, avec toutes les peuplades aussi mongoles, chamanisme mongol qui est très connu actuellement. En Australie, et par là, est-ce que c'est Australie. pareil ? Alors, en Australie, on ne va pas forcément parler de chamanisme, mais dans la culture aborigène, effectivement, on va avoir plein d'éléments qui sont chamaniques. En fait, dans toutes les cultures premières, on retrouve ça, et même dans les cultures qui ont évolué à partir des cultures premières. La place de cette personne qu'on va considérer comme un sorcier, comme un mage, comme un chaman, parfois comme un medicine man, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, comme un guérisseur ou comme une guérisseuse, puisqu'il est autant question de femmes que d'hommes, on va retrouver très souvent cette position-là. Alors moi, souvent, ce que je propose, c'est 4 thèmes
qui reprennent vraiment l'idée de base du chamanisme, pardon, et plusieurs fonctions dans la communauté. Alors les thèmes, c'est la nature. Il y a toujours une connexion forte avec la nature. Donc on parle actuellement de chamanisme urbain, c'est vrai, mais l'esprit de base, l'essence de base du chamanisme est vraiment en lien avec la nature et pas avec la ville. Donc la nature, c'est le lieu d'interaction entre tous les êtres. C'est l'idée qu'il y a une grande toile de vie qui relie chaque être, les êtres humains, les animaux, les plantes, les végétaux et même d'autres esprits qu'on ne perçoit pas, les uns aux autres. Et la nature, donc, c'est le lieu d'interaction de tous ces liens-là. Après, on a l'idée d'énergie. Dans le chamanisme, même si on ne parle pas forcément d'énergie, il y a cette idée de percevoir des énergies et d'interagir avec elles. Il y a l'idée d'esprit, et du coup on rejoint l'émission Esprit Tu là, avec l'idée qu'effectivement les chamans vont rentrer en contact avec des esprits d'autres plans, sachant que c'est un petit peu différent de la médiumnité, où les médiums peuvent effectivement rentrer en contact avec des esprits, souvent de personnes qui sont mortes, mais c'est pas forcément la même palette d'esprits qu'on va contacter, et pas toujours pour les mêmes raisons. Sachant que les chamans ont aussi une interaction avec ces esprits-là, et quand ils vont faire des soins, ou quand ils vont demander des messages, quoi que ce soit, il va y avoir tout un petit rituel qui sera très souvent différent des médiums. Et enfin... Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les différentes... dans pratiquement toutes les formes de chamanisme. qu'on parlait avant. C'est ça, voilà. Pratiquement toutes les cultures, on va retrouver ça, avec cette position de la personne qui est chamane. Et le dernier point que je trouve qui est vraiment essentiel, c'est les états modifiés de conscience. Avec l'idée que le chaman va passer par des états modifiés de conscience pour accéder au monde des esprits, pour toucher des énergies, pour pouvoir faire des soins, recevoir des messages, etc. etc. Et après, permettre à des gens de goûter à l'énergie du chamanisme. Donc, c'est un petit peu, on pourrait dire, l'ancêtre de tout un tas de pratiques médicinales, pratiques psychologiques, la méditation, l'hypnose, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les 4 points. Nature avec l'idée de toile de vie, énergie, esprit et état modifié de conscience. Est-ce que tu peux expliquer sur comment du coup chacun s'articule entre eux ? Alors oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire pour l'articulation. Je pensais proposer un truc par rapport aux fonctions, mais on va directement aller sur les articulations. Alors déjà au niveau de la nature et des différents liens qu'il peut y avoir entre les êtres, ça s'illustre très bien au niveau, notamment c'est l'apport de la culture amérindienne, parce qu'on parle beaucoup de chamanisme actuellement. Tout ce qu'on sait est quand même très très teinté sur la culture amérindienne, même si on a des éléments de la culture mongole, sibérienne, etc. C'est quand même très très basé sur cette culture-là. Il y a la dimension d'animaux totems. On ne va pas appeler ça de la même manière dans la culture celtique, dans la culture nordique, mais on retrouve cette idée-là. Donc c'est l'idée qu'on a un animal avec lequel on a un lien très profond, très proche. En gros, moi, comme je le comprends, c'est un petit peu comme si chaque personne avait une énergie, une note de musique. Alors, c'est pas juste une note, on pourrait plutôt dire une mélodie qui correspond à notre essence profonde. Et que dans le règne animal, on a un animal qui a une énergie qui est très proche, qui est similaire. C'est presque une énergie en miroir, et dont les qualités, les dons, résonnent avec les nôtres. En fait, ce sont globalement les mêmes. Et ça sera valable pour chaque domaine. Par exemple, imaginons chez les arbres, chez les plantes, chez les fleurs, chez les minéraux, on va retrouver aussi une énergie qui est très proche et qui sera en résonance totale avec la nôtre. Donc c'est la notion de totem. Et l'idée justement dans cette toile de vie, c'est qu'on va avoir des liens beaucoup plus forts avec certains êtres et plus faibles avec d'autres. En gros, ça revient aussi un petit peu à cette dimension quand on parle en énergétique, en soins énergétiques, de faire un traitement à distance. Au-delà du temps, au-delà de l'espace. La toile de vie, elle va nous connecter à différents moments, à différents endroits. Et elle va se jouer un petit peu du temps et de l'espace. C'est pour ça qu'on va arriver à connecter des énergies, c'est pour ça qu'on va arriver à connecter des esprits beaucoup plus facilement. Et pour arriver à cette connexion-là, on va passer souvent par les états modifiés de conscience. Alors, états modifiés de conscience, c'est pas forcément des choses où on va prendre des champignons, c'est pas forcément des transes très profondes. Ça peut passer par tout un tas de moyens. Ça peut passer par des choses méditatives très simples. Ça peut passer par de la danse, ça peut passer par du chant, ça peut passer par du tambour, ça peut passer par plein de médias. Et donc, à travers ces médias, on va connecter aux différents liens pour pouvoir accéder à d'autres plans de conscience, à d'autres mondes, et pour pouvoir accéder à d'autres énergies. Globalement, c'est un petit résumé. Bien expliqué, ouais, ça s'articule bien comment tu l'as présenté. Oui. Et par rapport à l'animisme, parce que moi, ce que j'avais
pensais et que j'ai observé, c'était le fait que tout est lié. L'animisme, c'est ça, si je comprends bien. Il y a cette idée. L'animisme, en fait, c'est l'idée. On est tous connectés à tout ce qui nous entoure, en gros, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. L'animisme, ça revient de l'idée d'être animé. En gros, c'est comme si je prends mon tambour, voilà. Le panpsychisme. Enfin, tout a une conscience. C'est ça, ouais, complètement. C'est l'idée que mon tambour, il a un esprit, il a une conscience. Alors, je suis pas forcément à fond animiste dans le sens que je dirais pas que mon tambour a une âme et que chaque chose a une âme, mais effectivement, je pars du principe que chaque chose est énergie, avec un niveau de fréquence particulier. Plus on est dans l'énergie matérielle, plus le niveau de fréquence sera dense, sera lent, et plus on est dans l'énergie subtile, et plus l'énergie et la fréquence sera élevée. Et ce qu'on observe souvent, et quand on passe par la physique quantique, on se rend compte qu'il y a des éléments qui tendent dans cette direction-là, c'est que l'énergie a une forme de conscience. Et qu'en fait, en fonction de l'énergie, la conscience sera un petit peu différente. Donc je dirais que les objets purement matériels ont une conscience qui n'est pas la même que celle de l'être humain, qui n'est pas non plus la même que celle de l'animal, qui n'est pas non plus la même que celle du végétal, mais chaque chose a une forme de conscience. Et c'est vraiment cette idée dans l'animisme qu'on va retrouver. Et est-ce que finalement, rentrer dans un état de modifié de conscience pour aller, du coup, interagir avec... Tout à l'heure, c'était, par exemple, son animal totem. Tout à fait. Ouais. Ce serait pas comme si on interagissait avec une partie de nous-mêmes, finalement? Alors, ça, c'est une bonne question. Et du coup, il y a beaucoup de psychologues, de sociologues qui pensent effectivement que quand on parle de totem ou quand on parle de conscience, en fait, on réinterprète le vivant à travers notre propre monde intérieur. Et franchement, je ne suis pas sûr qu'il y a grand-chose qui permette de prouver à 100% que ce n'est pas le cas. C'est pour ça donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire l'animal totem, en fait, c'est une façon de schématiser une capacité qu'on a sous une forme animale. Après, ce qu'on peut voir malgré tout, c'est quand on pratique le chamanisme et quand on fait des voyages ou des choses comme ça, on va se rendre compte qu'il y a des effets qui sont très forts. On va ressentir des choses qui sont puissantes et qu'on ne peut pas forcément bien s'expliquer. C'est un peu comme les synchronicités où au quotidien, des fois, il va y avoir des choses qui vont se passer au même moment et qu'on ne pourra pas forcément expliquer par A plus B. Après, on peut dire que c'est une coïncidence, rien ne nous en empêche, mais c'est quand même questionnant. Et avec le chamanisme, et moi c'est valable pour tout ce qui est énergétique, je trouve qu'il n'y a aucune preuve qui permet de savoir à 100% effectivement que oui, c'est vrai, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est comme les expériences de mort imminente, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui existe, mais de là après à prouver que oui, c'est exactement comme ça et comme ça, c'est autre chose. Je sais pas toi Thibaut, comment tu le vois? Après, c'est vrai qu'il y a... toujours une tentative, on va dire, de rationaliser, de montrer ça comme scientifique, d'essayer de le comprendre de manière logique. Mais pour toute personne qui le vive après profondément, cette expérience, il y a du détachement qui se fait par rapport à cette logique qui essaye d'être suprême. Parce que... Et puis en plus, il n'y a qu'à voir où est-ce que ça nous mène pour l'instant. Est-ce que ça nous a mené cette logique de tout vouloir vérifier ou de partir d'une théorie et de tout faire pour essayer de faire des expériences pour essayer de la prouver et pas sans utiliser finalement l'intuition, ce genre de choses pour c'est ça le problème, chercher plus loin. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a des gens qui essayent de rationaliser, mais c'est presque plus pour se rassurer, on pourrait dire. Et que plus on va aborder la perspective mentale, et plus on risque de passer à côté de l'expérience et de goûter vraiment au bienfait de ce que ça peut nous apporter. Ça met une logique matérialiste, c'est ça que je pensais aussi, c'est à côté de la science maintenant, sert beaucoup à l'économie, etc. C'est surtout des avancées technologiques et pas des avancées au niveau fondamental qui se passent depuis les 20-30 ans, même plus, cinquantaine d'années. Depuis 50 ans, il n'y a pas d'avancée niveau recherche fondamentale très forte, c'est surtout de l'avancée technologique, quoi. Alors, il y en a quelques-unes, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir en psychologie tout un tas de choses qui se font au niveau de la méditation, au niveau des pratiques yoga, énergétiques. Alors bon, encore une fois, il n'y a pas de preuves, mais il y a des expériences et des gens qui cherchent. Et puis il y a tout ce qui est le domaine de la physique quantique aussi, où ça aide les gens à avancer, à s'ouvrir à certaines choses que les chamans et que les mystiques enseignaient déjà, et que ça commence à être de plus en plus pris au sérieux. Mais bon... C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'ils enseignaient déjà en rapport avec la physique quantique, du coup. Alors déjà, quand on prend le chamanisme, quand on prend tout un tas de choses comme le yoga et tout un tas de philosophies de spiritualité, il y a cette idée que la conscience est immortelle, ou en tout cas dépasse complètement le plan matériel.
ce qui est complètement contradictoire avec le matérialisme et beaucoup de théories scientifiques. Et quand on voit justement toutes les recherches en physique quantique, quand il y a des recherches qui sont faites autour des expériences de mort imminente, on pense de plus en plus avec les éléments qu'on a qu'effectivement la conscience, même si elle peut être reliée au cerveau, elle n'est pas forcément tributaire du cerveau. Donc il y a des choses, il y a des théories, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et qui sont de plus en plus... Alors, on ne pourrait pas forcément dire vérifier à 100%, mais qu'il y a des éléments en tout cas qui vont dans cette direction-là, ce qui fait qu'il y a pas mal de scientifiques maintenant qui commencent à soit faire marche en arrière, soit à s'ouvrir à tout ce champ-là, et du coup qui viennent rejoindre des mystiques, des philosophes qui avaient déjà théorisé ça, qui avaient déjà expérimenté ça. Donc moi, de mon expérience personnelle, j'ai un peu cette impression qu'il a fallu des millénaires pour que la science rejoigne des choses qui étaient dites il y a bien longtemps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le champ est tellement énorme, quand on s'intéresse à la spiritualité, au chamanisme, à l'animisme, que c'est un peu normal d'essayer d'avancer avec un peu de bon sens, et qu'on peut partir dans toutes les directions, et autant la science est réductrice et va nous amener des fois à être trop matérialiste, autant elle nous permet aussi de vérifier certaines choses qu'on nous dit et de ne pas tout prendre au pied de la lettre, sachant que c'est un univers qui est presque infini. Oui, il y a beaucoup de place à l'imagination. C'est ça. Après, la chose aussi qui est intéressante au niveau de la science, c'est qu'elle a toujours eu besoin en tout cas pour exister, son objectif est de déspiritualiser la matière pour lui rendre quelque chose de causal au niveau de la logique. Et c'est un peu cette phrase je crois que c'est Saint-Augustin qui est « je crois que ce que je vois », qui est un peu l'adage de la science. Seulement, ce qu'oublient souvent les chercheurs, c'est que comment fonctionne l'œil pour créer une vision. Ça se base beaucoup sur les croyances, c'est-à-dire qu'en fonction d'une tâche, si on pense par exemple une anecdote, quand je conduisais là il y a quelques jours, la nuit commençait à tomber et il y avait une déjection d'oiseaux sur mon pare-brise. Bon, elle ne m'a jamais dérangé, mais simplement avec la descente de la nuit, à un moment donné, cette déjection s'est transformée en un chat pour moi qui était à l'extérieur. Donc j'ai ralenti. Après, j'ai dit « Ah non, mince, j'ai mal traduit ». Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ce que j'ai vu, là, que j'ai cru être un chat, c'est quand même ce que les photons ont capté au niveau de l'œil et qui a été traduit après par l'œil. Et en fait, dans la science, ce qui est marrant, c'est qu'ils nient le fait que ce qu'ils voient autour, ce qu'ils constatent, c'est déjà une traduction de leur intérieur. Alors qu'en fait, c'est constamment là. Et du coup, c'est nier l'âme qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et du coup, c'est contre-productif par rapport à la science. C'est-à-dire que... Et puis, ça fait penser à la mécanique quantique, le fait que quand on observe, ça modifie la propriété d'onde de l'électron, et que du coup, ils se disent que ce qu'on voit, c'est forcément une interprétation de ce qui est réellement. Enfin, dans ce sens-là, au final, en physique quantique, c'est ce qui se passe tout le temps, pour tout le monde. En fait, il y a une recherche d'objectivation qui est impossible parce que même si on se basait sur l'objectivité d'une machine, ce serait quand même la subjectivité de la machine qui parlerait. Du coup, à partir de là, on est juste dans une subjectivité collective où tout le monde essaye de penser la même chose. Et c'est là où c'est dommageable et c'est là où l'animisme, à mon avis, redonne le crédit à chaque personne, aux nourrissons comme aux personnes âgées, pour se dire chacun mérite de voir les choses comme il le veut et de le ressentir pleinement comme il le veut. Et c'est ça la proposition, à mon sens, du chamanisme, c'est de se dire on s'autorise à exister comme on le veut, et à la plante et à l'être humain et aux choses autour à aussi les respecter pour qu'ils puissent vivre comme ils le veulent. Et c'est ça qui permet, quand on vit une expérience chamanique, de enfin s'autoriser à exister, de ressentir cette foule d'émotions, de sensations où on se sent enfin vivant. Oui, je voulais proposer de faire une petite pause musicale. Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3. Alors voilà, c'était Outali. Le titre, c'est le groupe, et le titre Mike G. C'est un groupe du coup qui vient des États-Unis, mais qui sont tous natifs américains. Et voilà, donc c'est que des femmes, comme vous avez pu entendre. Alors pour continuer toujours dans cette avancée dans cette par rapport à la conscience, qu'on ait fait partie d'une même planète. Je crois que tu voulais du coup rajouter quelque chose par rapport revenir effectivement un petit peu sur l'animisme et rebondir sur ce que disait Thibaut. Comme quoi, ce que je trouve qui est intéressant avec le chamanisme en particulier et toute cette notion d'animisme, c'est cette idée en fait selon laquelle, comme chaque chose a une conscience,
quelque part, même si on est différent, on n'est pas forcément supérieur aux autres. Et ça remet un peu en cause l'idée judéo-chrétienne comme quoi l'être humain est au-dessus de tout, l'homme au-dessus de la femme, etc. etc. Et c'est vraiment cette impression que chaque être a des qualités, chaque être a des dons, chaque être a une conscience. Et c'est vraiment cette interdépendance en fait, du monde en général, avec chaque élément, qui fait que le monde fonctionne. Et que si on enlève un être, du coup, la toile de vie est perturbée. Et du coup, les interactions entre les êtres vont être perturbées. Et on revient à une dimension un peu écologique de la vie, écologique de la nature, qui veut que l'animisme nous donne accès... L'écosystème des consciences, quoi. C'est ça, c'est un peu cette idée-là. Ouais. Ça nous donne vraiment accès à cette ouverture à l'autre, à ce respect de l'autre, qui est assez intéressant. Voilà pour cette vision de l'animisme. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comme image de l'animisme une image polythéiste. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Alors, le polythéisme, on le comprend souvent assez mal. C'est plutôt... Il y a beaucoup de personnes qui voient l'animisme ou qui vivent l'animisme avec une conscience d'une forme de divinité unique. Alors, pas forcément un dieu comme Yahvé, Allah, etc., mais plus comme un champ de conscience universel, comme dirait les druides, l'esprit universel. Cette idée, en fait, qu'il y a ce tout, cette toile de vie qui est un peu une entité supérieure, et tous les éléments qui la composent, qui vont justement ne pas être inférieurs, mais juste faire partie de ce tout. Dont on fait partie, c'est ça ? C'est ça, d'où on fait partie. Donc l'animisme, c'est un petit peu toutes ces petites gouttelettes conscientes de l'océan de vie, en gros. Donc on ne peut pas forcément dire que c'est un polythéisme, puisque souvent il y a cette conscience de l'océan, de cette entité, on pourrait dire supérieure, de manière qualitative. Et qui comprend les 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie et qui comprend les 200 milliards de galaxies. Et c'est le principe aussi du multivers dont on entend parler beaucoup dans la culture germano-nordique, avec cette idée qu'il y a l'univers purement physique, avec toutes ces dimensions qui vont très très loin et qu'on ne connaît pas toutes, mais il y a aussi les univers subtils. Et du coup, tout un tas de choses qui nous dépassent et dans lesquelles souvent le chaman va voyager, mais qui n'est pas forcément pris en compte par le commun des mortels, on va dire. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a plusieurs univers dans un seul univers. Et comment rentrer alors dans cette conscience-là ? Il y a des gens qui sont dans un moule, et comment sortir de ce moule ? C'est simple en fait. Thibaut, tu voulais pas parler de ça par rapport au changement de sortir de son moule, quoi ? Je connais déjà la réponse de Thibaut. En fait, il faut payer 2 millions d'euros à Radio Campus et vous pourrez. Je pense que la première chose déjà à faire, c'est reprendre en considération déjà son existence. En déjà prenant comme base ça, parce que dans la démarche scientifique et dans la démarche qu'on a maintenant autour de nous, c'est tu n'existes pas, c'est les pairs qui font que tu existes. C'est-à-dire que quand tu veux faire une publication scientifique, par exemple, toi tu peux être très content de ce que tu as écrit. Si le groupe de pairs qui relit trouve que c'est nul, ce ne sera pas publié et ça n'aura aucun impact. Et du coup, c'est le fait de retourner en disant voilà, j'existe comme je veux exister et de se prendre en considération ainsi. C'est, je pense, je vais rebondir là-dessus, comme ça tu m'éclaireras là-dessus, ce que justement toute la recherche de l'animal totem, notamment, et je crois l'animal aussi de lumière, peut permettre justement pour justement retrouver sa force intérieure. C'est ce qui est intéressant avec le chamanisme, que je trouve par rapport à d'autres formes de spiritualité, c'est qu'il y a un côté vraiment très concret. Je fais l'expérience, je ressens, avant même d'adhérer au dogme en fait. D'ailleurs, en troisième partie de l'émission, on va vous proposer de pratiquer, pratiquer du chant ou du... C'est en grande partie l'idée, parce que après on parle beaucoup de chamanisme, mais le chamanisme traditionnel, alors je me trompe peut-être, mais de tout ce que j'ai pu voir, lire et rencontrer des personnes, je pense qu'il est en bonne partie mort, dans le sens où il y a des éléments qui viennent de la tradition, qui ont été un peu perpétués, il y en a qui sont mariés avec d'autres traditions. On voit beaucoup d'éléments amérindiens dans beaucoup de formes de chamanisme qui n'ont rien à voir avec la culture amérindienne. Et en fait, ça s'adapte aussi aux besoins du moment, et on va forcément aussi proposer aux gens des choses qui leur sont accessibles. Donc il y a des gens qui vont dire, voilà, il y a le chamanisme traditionnel et le néo-chamanisme.
Mais j'ai envie de dire que la plupart du temps, quand on parle de chamanisme, c'est du néo-chamanisme, c'est-à-dire du chamanisme adapté à l'être humain d'aujourd'hui, qui forcément a d'autres croyances, a d'autres besoins et un rapport différent avec la réalité. Tu penses plutôt qu'il y avait un chamanisme vrai et maintenant c'est plutôt du néo-chamanisme. C'est pas un chamanisme vrai et un chamanisme faux. Je pense qu'il y a plein de façons de pratiquer le chamanisme, mais il y a des façons qui sont modernisées. Alors, s'il y a des gens qui se déclarent puristes, ce qui n'est absolument pas mon cas, effectivement, il y en a peut-être qui vont dire voilà, ça c'est le faux chamanisme, ça c'est le vrai chamanisme. Mais oui, voilà, c'est pour ça que il y a toujours des gens qui vont trouver des choses qui sont bien ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le chamanisme évolue et je pense que chaque chaman aussi apporte sa touche personnelle. Ce qui fait que même dans des lignées de chamans, forcément, il va y avoir une évolution, et ce qui est positif en soi. Donc je rappelle que on est chaman seulement quand on est validé par les autres, dans la tradition, c'est ça ? Alors non, il y a plusieurs formes de chamanisme. Très souvent dans la tradition, effectivement, le chaman va être reconnu par le chaman qui est déjà en place, ou la chamane qui est déjà en place. Ou du coup, va avoir des enfants et va repérer parmi les enfants de la communauté ceux qui ont des prédispositions. Et à partir de ce moment-là, l'enfant va être formé. Moi, ce que j'ai compris du chamanisme, souvent, la formation elle dure à peu près 40 ans. Donc actuellement, comment dire, voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais souvent, selon les formes de chamanisme, des fois, il y a des rituels, il y a des enseignements, il y a tout un apprentissage par rapport aux propriétés des plantes, aux pierres, comment gérer les esprits, les chants, les tambours, les danses, selon les cultures chamaniques et selon l'apprentissage. Donc ça va durer un certain temps. Après, il y a une autre forme de façon de devenir chaman, qui est encore aussi très actuelle, c'est un petit peu l'enseignement par les esprits. Ce qui fait qu'un être qui n'a pas reçu d'enseignement, par une ouverture de conscience, va avoir accès à d'autres plans. Et c'est les esprits qui vont lui enseigner, donc c'est des capacités qui vont se développer naturellement. Et donc là, il n'y a personne qui va le valider particulièrement, c'est l'expérience qui va valider, qui va faire qu'il va proposer ses services, et du coup, parce que ces services parleront et aideront, effectivement, les gens vont venir à lui. Ou à elle, en l'occurrence, puisque ça peut être dans les deux sexes. Donc c'est vraiment ces deux éléments qu'on retrouve prioritairement. J'avais entendu aussi là par une intervention au niveau du festival du néo-chamanisme que aussi il y avait le moyen si on trouvait une météorite. Elle tombait du ciel et en fait, le fait de récupérer la météorite faisait que... Quand on devenait chaman. Ouais, elle nous a expliqué ça en fait. Après Superman, chaman. Ouais, c'est ça. Okay. Mais après, c'est dans la tradition. Donc là, c'était une chamane de Tuva, donc au niveau de la Russie. Et si j'ai bien compris, là, il y a pas mal de chutes de météorites. Et c'est comme si les cieux, du coup, nous donnaient un cadeau. Il y a aussi cette notion un peu comme nous, on a avec les mythes de l'épée dans le mythe arthurien et tout ça. Bien sûr. Est habité par cette énergie. Et pour lui, ça veut dire quelque chose de ramasser cette météorite. C'est pas comme nous quand on collectionne des cailloux. C'est à chaque fois ça. L'idée, c'est retrouver le sens qu'on donne à chaque chose. Si pour nous, ça a cette valeur-là, alors on l'intègre complètement et on le fait dans cette dynamique-là. On s'en fiche que les autres y pensent différemment ou autre. L'important, c'est d'habiter son expérience de vie pour retrouver son âme, ce qui nous anime. Complètement. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, de ma vision, au niveau du chamanisme, déjà, il peut y avoir des chamans qui peuvent faciliter l'enseignement, même si les gens n'ont pas forcément des prédispositions. C'est un peu comme la passation de dons qu'on va retrouver chez les sorciers des campagnes ou chez les guérisseurs, les marabouts, etc. Après, ce que je vois aussi, c'est que dans ma vision du monde, on a tous des capacités, on pourrait dire chamaniques, médiumniques, etc. Et que s'il y a des choses qui nous aident à contacter ces capacités-là, elles peuvent se réveiller, elles peuvent se développer. Et c'est cette idée un petit peu que tu dis, le sens qu'on met sur les choses, la conscience qu'on va mettre sur les choses. Si, imaginons, il y a une météorite qui tombe devant nous et qu'on est persuadé que ça va développer nos capacités chamaniques, le simple fait de focaliser notre attention dessus, c'est un peu comme si on ouvrait une porte à l'intérieur de nous qui était restée fermée. Et donc le chamanisme, pour moi, il travaille beaucoup dans cette dimension-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais le lien avec l'hypnose et d'autres thérapies comme ça, dans le sens où ça va toucher l'inconscient, et parce qu'on a mis de l'intention, c'est comme si notre conscience, elle voyageait en elle-même, et elle ouvrait des portes, en fait, qui sont déjà là, mais qu'on ne se permet pas toujours d'ouvrir. Et c'est vraiment cette idée, l'importance de mettre du sens, et c'est l'idée du rituel aussi, où à travers certains éléments, à travers certains objets, à travers tout un procédé, on va mettre de la conscience, et on va mettre de l'intention, et qui sera d'autant plus forte et qui va ouvrir des portes en nous.
Après, du coup, ce que je trouve qui est intéressant, si jamais il y a des personnes qui se posent la question, le chamanisme, est-ce que c'est valable? Moi, j'y crois pas. Comment vous pouvez me prouver que le chamanisme est intéressant? J'ai envie de dire, voilà, de tester. Parce que de tester et de se permettre de lâcher le mental. Parce que comme beaucoup de pratiques énergétiques ou d'autres choses qui ont contact avec des plans plus subtils, il y a un besoin, non pas de se défaire complètement du mental, parce que le but, après, c'est pas non plus de croire à tout et n'importe quoi, mais d'arriver à... De croire en soi, déjà. Déjà, de croire en soi, c'est ça. D'arriver à apaiser le mental pour pouvoir contacter l'instinctif, ce que tu disais tout à l'heure, Théophane et aussi Thibaut. Et ce que je trouve qui est intéressant dans le chamanisme, c'est que ça nous permet vraiment de contacter cette dimension instinctive que moi je relie vraiment au hara. Et souvent, dans beaucoup de formes de chamanisme, on va canaliser l'énergie qu'on va ramener dans le ventre, un peu comme dans les arts martiaux. Et c'est à partir de ce centre-là qu'on va développer toute la puissance. Et quand on travaille sur des instruments comme le tambour, ça va venir travailler et faire écho directement à ce centre instinctif en fait. Et l'animal totem et tout un tas de dimensions du chamanisme, on va aller à la recherche de cet instinct en nous-mêmes, de cette puissance viscérale, de cet élan de vie qui est très fluide, mais dont souvent on se coupe. Et notamment dans la culture occidentale, on a souvent tendance à être coupé du corps, à couper de nos émotions, coupé de nos élans vitaux. Et le chamanisme va nous aider à recontacter ça à travers le plan naturel et le plan plus instinctif. L'outil du tambour, notamment, je le trouve intéressant parce que c'est de la peau qu'on vient faire vibrer, pour faire vibrer en résonance nos peaux intérieures. Cette idée de comment réhabiter ce corps en une totale vibration, une totale vie, sans... en le sentant dans son essence pure qui est de constant mouvement. Totalement, ouais, totalement. Et ce qui est très intéressant en plus quand on fait un cercle de tambour, c'est qu'on va sentir les tambours qui résonnent et que si un tambour n'est pas en train de jouer, il suffit d'avoir la main dessus et on sent le tambour qui vibre. Et si on se met autour ou même au centre ou juste à côté d'un tambour, on va sentir que ça résonne très très fort en soi-même. Du coup, ça va faire à la fois écho à la peau, comme tu disais, les peaux intérieures, et à cette dimension du cœur aussi, du battement du cœur. Quelque chose de très primal, de très instinctif, de très naturel quelque part. Et je pense que ce qui est intéressant avec le chamanisme, contrairement à d'autres voies spirituelles, c'est ce truc où ça nous reconnecte à une dimension de nous-mêmes. Alors, tout un tas d'autres voies peuvent le faire, il n'y a pas que par le chamanisme, mais c'est un accès assez fort, assez direct et assez intense. Et je pense que beaucoup de personnes se tournent vers ça parce que c'est une façon de reconnecter à la fois le plan spirituel, mais aussi un plan très matériel, sans se couper l'un de l'autre. Donc c'est à la fois connecter les racines, mais aussi s'élever vers le ciel. Un peu cette image de l'arbre avec les racines qui vont chercher profondément, qui sont bien ancrées, le tronc qui est là dans l'instant présent, et les branches qui vont en direction d'autres plans de conscience. Oui, l'image de l'arbre est assez parlante. Ça peut nous aider à comprendre ce qu'on est. Enfin, moi, ce que je pense qu'on soit. Totalement. En tout cas, c'est-à-dire un lien entre le ciel et la terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans plein de cultures chamaniques, l'image de l'arbre revient, notamment pour illustrer les différents mondes. Avec cette idée de la terre du milieu, l'axe central, le tronc, qu'on retrouve aussi dans Tolkien, le monde du milieu. Et après, les mondes du dessous, des fois qu'on va associer à des choses plus sombres, mais en réalité qui ne sont pas réellement sombres au sens négatif, mais plus au sens caché. Les racines, parfois la cave de l'inconscient, on pourrait dire. Et après, le monde supérieur, le monde des guides, le monde de l'intuition, des choses parfois plus légères, qui ne sont pas toujours plus importantes, mais qui échappent souvent à notre conscience naturelle, on va dire. Ce qui est intéressant en plus, c'est que on a commencé dans un monde chamanique où on vénérait la terre, les représentations avec les arbres, les animaux. On est passé à un monde, on va dire, plus de symbolique avec le christianisme et ses formes un peu plus, on va dire, colorées, de la Vierge Marie ou autres, qui sont peut-être très centrées sur les humains, mais qui restent aussi beaucoup dans la symbolique. Et avec là, le retour, on va dire, de la méditation, de ces choses-là, on retourne sur des images de l'arbre, souvent, de cette culture qui on retourne en fait à un côté païen, j'ai l'impression. Et c'est rigolo un peu ce retour aux sources que ce qu'expliquait Jung, c'est que quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire sans les archétypes, ils sont en nous et on trouvera toujours un moyen de le faire coller à quelque chose. Jung, donc un psychologue théoricien, psychanalyste. Psychanalyste.
psychiatres, je crois aussi. Oui, il était psychiatre. C'était un disciple de Freud, qui était un ami, ayant tout un tas de dissidences avec lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, il s'est vraiment penché sur l'ésotérisme à tout un tas de niveaux. Il s'est intéressé au chamanisme et il a essayé de l'illustrer à travers toute sa vision de la psychologie, tout son bagage philosophique et psychologique. Et du coup, alors des fois, c'est plus ardu que Freud dans le sens où Freud, c'est vraiment tout public. Mais il a mis en avant tout un tas de choses qui sont très intéressantes, et notamment au travers du travail sur les archétypes. Et ce qui est intéressant, comme tu disais, c'est que les archétypes, on va beaucoup les retrouver aussi dans la culture du chamanisme. Et alors, une question qui peut se poser aussi, c'est que dans le monde des esprits, on va retrouver les archétypes. Alors, la question, c'est est-ce qu'on contacte vraiment les esprits ou est-ce qu'on contacte les archétypes ? Est-ce qu'on contacte des éléments de l'inconscient collectif ou est-ce qu'on passe dans un plan où effectivement il y a forcément des esprits ? Et moi, de ma vision personnelle, je pense que ces deux plans existent, mais qu'on peut passer de l'un à l'autre et pas toujours en ayant conscience qu'on navigue dans l'un et l'autre. Et tout à l'heure, juste pour rebondir aussi sur ça, tu parlais d'imagination. Alors, c'est Olivier Chambon, du coup, qui en France est bien reconnu pour tout ce qui est chamanisme, parce qu'il s'intéresse aussi à ce lien entre la psychologie et le chamanisme, et avec une personne, c'est Liliane, je sais plus son nom parce que c'est pas un nom, je crois que ça doit être un nom belge ou quoi que ce soit. Ils ont fondé une école ensemble, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle L'approche chamanique de la thérapie, qui est un très très bon bouquin qui fait la jonction entre thérapie quantique, psychologie et chamanisme. Et dans une vidéo, je trouvais qu'il disait quelque chose de très intéressant, c'est que quand on fait du chamanisme, et ce qui est valable aussi pour plein de techniques spirituelles ou psychiques, il y a toujours une dimension de vrai et une dimension d'imagination. Mais le problème, c'est pas forcément de savoir quelle est la dimension d'imagination de vrai, c'est de voir si ça fonctionne ou pas. Et des fois, c'est un petit peu d'imagination et beaucoup de vrai, des fois, c'est beaucoup d'imagination et un petit peu de vrai. Mais tant que ça fonctionne et tant que la personne, ça apporte quelque chose, pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain ? Puis cette notion, ce diktat du vrai aussi, c'est vrai pour qui, quoi. C'est ça. C'est ça, parce que l'imagination, elle est réelle. Au final, elle est vraie pour la personne qui imagine, quoi. Bien sûr, bien sûr. La notion qui est intéressante, en plus, là, qui fait bien pivot, on va dire, entre, même au niveau du coup de la psychologie, que la psychologie commence à tourner comme ça, c'est que Freud, justement, quand il mettait en place l'analyse des rêves, il mettait une analyse qui était causale. C'était uniquement, on va dire, la somme de choses que tu as fait dans la journée qui vont avoir un aspect, une forme imaginaire, donc il va reprendre des archétypes, et qui, bon, c'est Jung qui met en place les archétypes, mais c'est pour expliquer plus simplement, et qui va ensuite faire un sorte de bilan ou autre. Et Jung explique et rajoute le point, justement, que l'être humain a une finalité, un but, et c'est ça qui crée son rêve. C'est-à-dire qu'il rentre dans ce rêve, certes, qui a comme contour, comme lieu, comme place, toute la causalité qui l'a amené, mais qui meut l'acteur à l'intérieur du rêve à travers son but, son objectif. Et on retrouve du coup cette sorte de âme humaine comme ça qui vient s'insérer dedans. Et c'est vraiment ce qu'a voulu mettre en place justement Jung dans la psychologie, parce qu'il est sorti, lui, de la notion de la pulsion, on va dire, pour vraiment retourner dans un état où, comment il appelait justement la notion de vie que les Freudiens appellent le phallus, lui, il l'appelait l'âme, justement. Oui, ça t'amène une perspective complètement différente dans ton rapport aux choses. C'est plus une pulsion comme ça, comme si on était des êtres de pur prêts à exploser, on va dire. On est juste quelqu'un en totale dynamique, on va dire, en train de se tisser dans cette toile, justement, pour se superposer à cette toile. C'est ce côté-là. Qu'on retrouve aussi beaucoup dans le tantrisme, avec comme premier précepte des Shiva Sutras, la conscience et le soi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toute chose, de toute vie, il y a cette conscience, exactement comme le principe chamanique. Et quel est le lien entre le tantrisme et le chamanisme ? Est-ce que ça vient de la même époque ou... Enfin non, c'est plus récent du coup le tantrisme, c'est ça, mais est-ce que ça s'inspire un peu d'un... Alors, le chamanisme au niveau historique, pour ce que l'on sait, et avec les éléments moi, que j'ai en main, c'est une des formes de spiritualité qu'on pourrait dire les plus anciennes, qui a évolué après avec le temps, il y a tout un tas de formes. Le tantrisme, ça date, c'est millénaire comme tradition. Après, il y a eu tout un tas de vagues aussi, même actuellement, qui ont pas mal bifurqué. Alors, je pense que c'est moins ancien du coup que le chamanisme. Après, là où ça coince un peu, je dirais, c'est qu'il y a plein de formes de chamanisme, mais il y a quand même pas mal de formes de tantrisme qui sont développées. Donc, on peut peut-être faire un lien, mais du coup, ça ne sera pas entre chaque forme de tantrisme et chaque forme de chamanisme.
Du coup, il y a cette idée de la conscience, effectivement, qui habite toute chose. Enfin, je parlais au niveau culturel. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a voyagé par exemple, je sais pas, de la Sibérie jusqu'en Inde et qui est arrivé, qui a fait... Alors déjà, on peut voir que dans la culture indo-européenne, avec les Celtes, il y a cette culture justement qui vient de l'Inde, qui a pu être amenée en Europe. Donc il y a eu plusieurs mariages et plusieurs vagues culturelles avec des allées et venues qui ont pu faire en sorte que on peut penser effectivement que même le chamanisme européen ou nordique a eu des liens plus ou moins forts. Je pense que c'était pas très fort, mais qu'il y a pu en avoir. Peut-être qu'ils se parlaient par télépathie, on sait pas. Hein. Tout à fait. Ça, c'est un autre truc sur lequel on reviendra tout à l'heure, je pense. Du coup, le tantrisme, c'est pareil. En Inde, il y avait des chamans. Ça s'appelait pas comme ça. Mais Les bonnes. Les bonnes. Ouais. Ah, tu t'y connais mieux que moi. C'est le chamanisme bon, en fait, qui était avant la culture tibétaine, avant le bouddhisme tibétain qui a supplanté, et qui était aussi avec les cérémonies du tambour ou autres. Si vous lisez par exemple Milarepa, lorsqu'il rencontre un moine bon, justement, et ben, il lui fait toute une cérémonie au tambour où il s'envole sur son tambour, exactement les mêmes rituels qu'on peut avoir quand le chaman justement chevauche son tambour. Voilà. Et du coup, alors moi, ce que je trouve qui est intéressant dans certaines formes de chamanisme, c'est qu'il y a quand même, dans certaines formes de tantrisme, c'est qu'il y a la dimension du féminin et du masculin, qui parfois est prégnante dans certaines formes de chamanisme et qui n'est pas toujours. Dans le chamanisme, on va beaucoup retrouver les éléments. Donc les éléments sont souvent polarisés, comme par exemple la terre et l'eau sont souvent polarisés comme des éléments féminins, l'air et le feu sont souvent polarisés comme des éléments masculins. Mais après, on ne va pas forcément toujours considérer sa dimension du féminin, du masculin qui sera aussi forte que dans le tantrisme, où on va chercher cette complémentarité en soi, et on va aussi l'illustrer parfois dans certaines pratiques sexuelles, ce qui est un petit aspect du tantrisme, contrairement à l'image qu'on en donne actuellement. Alors ce qui est intéressant aussi dans le tantrisme et dans la dimension sexuelle, c'est qu'on va chercher à cultiver cette énergie sexuelle pour atteindre cette complémentarité interne. Dans le chamanisme, il y a des formes de chamanisme qui sont orientées sur l'utilisation de l'énergie sexuelle, mais c'est des petites écoles, on va dire. C'est pas l'école principale, c'est pas ce qu'on va le plus retrouver. Voilà, ça c'est des choses quand même qui sont assez différentes. Là où on va retrouver des convergences, je pense, c'est comme dans plein de voies spirituelles, cette recherche d'évolution et je dirais de complétude. Dans le tantrisme, c'est la complétude entre le féminin et le masculin. Dans le chamanisme, c'est la complétude avec le tout. On pourrait dire à la limite presque, pour retrouver cette idée de complémentarité, la complétude entre la dimension physique et la dimension spirituelle, entre la terre-mère et entre le ciel-père. Parce qu'on va quand même retrouver ces dimensions-là, féminin-masculin, mais c'est plus avec le tout. Et le tantrisme, ça sera avec le tout aussi, mais via cette énergie du féminin et du masculin. Après, au niveau du tantrisme, c'est toujours très difficile de faire des liens parce que les premiers écrits ont été faits par Vasugupta au niveau du 7e siècle après Jésus-Christ. Sinon, c'était uniquement une tradition orale, comme la culture chamanique qui est à l'origine une culture orale. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas l'écrire ? C'était simplement parce que c'était quelque chose qui se transmettait comme ça avec les tripes, avec vraiment l'expérience. Et les mots étaient juste posés dessus, mais ne reflétaient pas vraiment l'expérience intime de la personne. Et du coup, ils ont suggéré que s'il le couchait sur un papier, ça devenait une sorte de matière morte qui aurait peut-être des difficultés à communiquer vraiment son essence. Comme on peut le voir par exemple avec la Bible ou les choses comme ça qui, couchées sur le papier, après sont juste libres d'interprétation et ont complètement perdu leur expérience, on va dire, interne, le message qu'ils voulaient faire passer profondément. Il y a une autre petite raison, alors je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens que c'est la raison prioritaire, mais ce qu'on retrouve notamment chez les druides, c'est qu'il y a aussi la volonté de protéger un savoir qui ne soit pas accessible à n'importe qui, contrairement à l'heure actuelle où maintenant le savoir commence à être vraiment répandu, et aussi muscler la mémoire. Dans le sens que les druides, ils avaient 9 ans d'apprentissage, astronomie, mathématiques, etc. Et ils étaient censés connaître tout un tas de textes sacrés, tout un texte ancien, ce qui est valable pour beaucoup de cultures spirituelles. Et l'intérêt justement de ne pas avoir des traces écrites, c'est que ça oblige à se souvenir. Là où même actuellement, même des gens qui ont beaucoup de culture, je pense que la plupart des gens n'ont pas autant de mémoire que ces personnes qui avaient pris vraiment l'habitude d'intégrer toutes ces connaissances-là.
En même temps, pas besoin de mémoire si on arrive à se... Ah, si t'as ton portable qui te donne toutes les informations, c'est sûr qu'il y a Aussi. pas besoin. Ce que je voulais dire, Non, je plaisante. à se lier à l'énergie que tu veux Oui, avoir oui. l'information. Oui. Après, là, je faisais le parallèle avec les druides parce qu'effectivement, il y a toute une connaissance et les druides n'étaient pas forcément des chamans, hein, c'était pas forcément le même truc. Mais dans le cadre du chamanisme, à partir du moment où tu avais intégré par l'expérience comment rentrer en contact avec des plans de conscience différents, tu n'avais pas besoin d'avoir une connaissance livresse derrière, on est tout à fait d'accord. Hein. C'était plus une connaissance de savoir-faire que de savoir en tant que tel. Un des points justement qui est un peu marrant, on va dire, pour expliquer ce savoir livresque qui dans notre société est un sorte de diktat. Si tu n'as pas ce savoir livresque, tu vois un peu rien. C'est lors d'un procès justement qui avait été fait. Ils faisaient énormément de recherches pour savoir, par exemple, pour les premiers hommes, comment s'était fait l'immigration. Et ils avaient trouvé un reste de premier homme justement sur les terres amérindiennes qui étaient revendiquées par certaines tribus justement amérindiennes. Et la science n'a pas voulu rendre le corps, alors que pour eux justement, si le corps n'est pas rendu et enterré dans les terres des ancêtres, alors l'esprit ne rejoint pas sa famille et ne rejoint pas le grand tout. Du coup, c'est un peu comme s'il était en prison. Et donc ils étaient très en colère, ces peuples amérindiens. Ils ont lancé un procès contre le gouvernement américain qui a duré très longtemps. Et lors du procès, justement, un des chefs amérindiens explique justement on n'a pas besoin de livres pour savoir ce qui est vrai. Vous allez faire des recherches, vous, complémentaires dans les livres pour savoir ce qui est vrai, mais nous, c'est dans nos tripes qu'on le ressent. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment expérimenter le monde, voilà, avec son bagage vivant, quoi, qui est là, qui... Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, je rejoins un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir lu de livres de chamanisme pour vivre le chamanisme, pour le ressentir. Et c'est un peu cette idée de l'adage mieux vaut une once de pratique que des tonnes de théorie. C'est un peu ce qu'on va bientôt vous proposer après la pause musicale très proche. Et j'enchaîne très rapidement. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la télépathie, dans le chamanisme, en fait, on voit que la connaissance vient par l'expérience. Et du coup, notamment par rapport à des plantes, il y a des chamans qui ont des connaissances très très poussées dans l'usage de certaines plantes et qui disent justement que cet usage-là leur est venu parce qu'ils ont contacté l'esprit de la plante qui leur a partagé ces choses-là. Donc il n'y avait pas forcément besoin de développer une connaissance, puisqu'après il y a ce contact et cette expérience directe qui permet d'avoir ce savoir et ce savoir-faire qu'à la base des livres ne peuvent pas donner de manière aussi précise, ou alors qui vont demander beaucoup de temps, comme la science peut prendre du temps pour prouver des choses qui étaient déjà connues bien avant par des personnes qui ont fait ce genre d'expérience. Et la plante existe déjà, quoi. En fait, C'est ça. pas besoin d'apprendre pour la créer. Et pour aller encore plus loin justement dans ces propos, pour même les valider, justement au niveau de cette enquête, après une dizaine d'années de recherche, ils ont constaté qu'effectivement cet ancêtre était bien l'ancêtre de ce peuple-là, et ça a validé justement leur ressenti profond, et le corps a été rendu. Après, ils ont pu l'enterrer selon leurs coutumes, après les tests génétiques. D'accord. Très bien. Bah, du coup, je vous propose un petit voyage en Hongrie. Parce que il utilise une technique de voix un peu spéciale. Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3. Alors du coup, pour compléter l'émotion, on va faire une petite expérience sonore à vous partager. Donc l'idée avec le chamanisme, et notamment quand on fait du chant, quand on fait du tambour, c'est qu'on va aider les personnes à descendre dans une énergie qui à la fois les fait contacter un peu plus la dimension viscérale, mais aussi les aide à passer dans d'autres états modifiés de conscience. Donc ce qui est intéressant avec le tambour, avec le chant et d'autres pratiques, c'est que souvent, même s'il y a des mélodies, même si on peut rajouter des éléments parfois qui vont amener des nuances, il va y avoir une rythmique. Et ça va reprendre l'idée qu'on a des ondes cérébrales qui vont être en harmonie avec certains états de conscience. Et cette idée de travailler avec une rythmique va aider les ondes cérébrales et la conscience à passer d'un état à un autre. Ce qui fait qu'en fonction du jeu du tambour, ou le fait d'être exposé à un jeu régulier, ça va favoriser le passage d'un état modifié de conscience. Donc parmi les états qu'on connaît tous, bien sûr, il y a l'état de veille où on est dans une activité cérébrale normale, on réfléchit, on discute, on échange. Et il y a l'état juste après le réveil,
où on est dans un état un petit peu plus détendu, un peu plus décontracté, à mi-chemin presque entre le sommeil et l'éveil, où souvent on sera dans un processus plus intuitif, plus créatif. Et donc les personnes qui sont dans des énergies et des activités artistiques seront plutôt dans cet état de conscience. Après on a l'état du sommeil, après on a le sommeil léger, le sommeil profond, etc. On a différentes zones qui sont possibles. Donc le chant et le tambour vont nous aider à passer dans un autre état de conscience. Donc pour vous qui nous écoutez, on va vous... Quel est le but là, de rentrer dans cet état modifié de conscience? C'est de faire en sorte que les gens aillent acheter plus facilement du Coca-Cola à Carrefour. D'accord. Non, le but, en fait, c'est justement, selon ce que l'on va rechercher, ça peut être de contacter certaines énergies, un peu comme le chaman qui va passer dans d'autres plans. Ça peut parfois être pour recevoir des messages. Donc c'est un peu comme une méditation guidée aussi, hein. Simplement d'écouter, de se laisser porter par ces sons. On va pouvoir ressentir des choses qui nous traversent ou notre conscience qui va plus facilement se projeter dans certaines dimensions. Alors parfois pour recevoir des messages, pour recevoir des réponses par rapport à ce qu'on peut se poser comme question. C'est un peu le principe du voyage chamanique où on va se sentir transporté dans d'autres mondes. Parfois, on va aller à la rencontre d'esprits. Alors, encore une fois, imaginaire ou réel, ça c'est notre question. En tout cas, il peut y avoir des images et des ressentis qu'on contacte et qui vont nous faire voyager, parfois à l'intérieur de nous-mêmes, parfois dans des mondes extérieurs, et qui vont nous amener des éléments de réponse, ou parfois des énergies qu'on va contacter, qui vont être bénéfiques pour nous, pour amener de la guérison, pour nous rééquilibrer, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant avec le tambour, c'est que ça va avoir à la fois un effet sur la conscience, qui va permettre ça, mais aussi ça peut avoir un effet sur notre ressenti interne et purement physique. Et donc ces énergies, ces équilibrations, ces transformations peuvent se passer en direct juste par le simple fait de s'ouvrir au ressenti et de vivre le son à travers le corps. Ok. Voilà. Donc après, ce qu'on va vous proposer, c'est pas du grand art, ce sera plus une improvisation pour vous donner un petit avant-goût de ce qui est possible, hein. On va pas faire un soin via la radio, mais on va vous... Parce que tu proposes tout ça, tu as une page Facebook, on en parlera à la fin, où tu proposes plusieurs choses différentes. Je propose plusieurs choses par rapport à ça. Du coup, on y reviendra un petit peu après au niveau des activités et des événements. Là, tout de suite, on va vous proposer d'expérimenter et de ressentir, donc juste de vous poser dans un état de tranquillité, en veillant à ne pas être dérangé, en mettant le son de manière optimale pour vous, et en vous installant au maximum de votre confort. Alors du coup, dans cet état, on va continuer avec le tambour et le chant. Donc le principe pour vous qui nous écoutez, ça va être simplement de vous laisser porter. Alors c'est possible qu'il y ait des mélodies ou des sons qui vous plaisent, d'autres qui ne vous déplaisent. La question, ce ne sera pas de l'agréable ou désagréable, c'est juste vous servir de ce support pour vous laisser porter, voir comment votre conscience a envie de voyager. Si jamais vous avez votre mental qui vous dit non, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, vous le rassurez, vous le mettez de côté, vous l'apaisez, et vous voyez comment ça réagit à l'intérieur de vous-même. Donc c'est possible que ce soit le corps qui réagisse, c'est possible que ce soit l'esprit. Simplement, essayez de vous mettre dans un état d'accueil, comme si vous receviez sans rien attendre, et observer. Et vers la fin, vous allez sentir que le rythme ralentit, et il va y avoir comme un autre rythme qui va être ajouté, même s'il aura évolué pendant la séance. Et à ce moment-là, ça sera l'invitation à revenir progressivement à votre conscience normale, et bien prendre le temps de revenir vraiment à votre corps. C'est l'intention. Voilà, j'allais la poser. Du coup, on va poser une intention particulière. Alors autant pour Théophane, Thibaut qui m'accompagne que pour vous qui nous écoutez. On va poser une intention de puissance. Si c'est OK pour vous. Ok. Ça va ? Donc l'idée, ça sera de rentrer en contact avec votre puissance. Alors la puissance, c'est pas forcément quelque chose de très démonstratif, hein. On va voir qu'est-ce qui se présente au tambour et au chant. On va voir aussi si Thibaut et Théophane sont inspirés. Voilà. C'est une invitation à rentrer en contact avec votre puissance. Et en particulier, si vous en sentez l'appel, n'hésitez pas à vous concentrer sur la région de votre ventre, sur cet espace qu'on appelle aussi le hara, qui est un espace de réservoir de force vitale. Voilà.
Alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait ce genre de choses, ça va dépendre beaucoup en fonction des lieux, en fonction de l'énergie dans laquelle on est, autant pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. Là, par exemple, aujourd'hui, quand je suis parti, je sentais que j'avais un petit moment où je mettais du temps à me mettre en connexion, parce que c'était pas un lieu qui m'était familier, parce que quand il y a des appareils électriques... Il n'y a pas vraiment de plantes, il n'y a aucune plante dans la salle. Voilà. Ça a été... Au début, je pars toujours sur un truc qui fait un peu comme une harmonique pour essayer de trouver mon énergie, et après pouvoir partir dans le chant et dans le tambour vraiment comme il m'a dit. Donc c'est toujours un petit peu différent une fois sur l'autre en fonction du lieu. Et c'est sûr que c'est sympa quand c'est dans la nature. Mais on peut pas forcément avoir tout le matos dans la nature. J'ai vu que tu avais fait un cercle de tambour. Oui, du coup c'était du côté de Pointillou à Saint-Justine-de-Coppel. Après j'en fais en intérieur, parce que forcément c'est plus pratique pour le temps. Mais là je vais en faire un autre, du coup si je dis pas de bêtises, le 12 juillet, il va falloir que je sorte mon agenda, où là on va être en extérieur, et le fait d'être dans la nature, d'avoir un feu, de pouvoir chanter en sachant que bien sûr on ne dérangera pas les voisins, de pouvoir faire du tambour et lâcher la puissance aussi, c'est quelque chose de très important. Je connais beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher quand ils sont en intérieur. Par contre, une fois qu'ils sont dans la forêt, il y a quelque chose de plus primal, de plus viscéral, d'instinctif qui peut prendre de la place. Voilà, donc le prochain cercle de tambour, il sera le 12 juillet, le vendredi, donc à 19h. Donc du côté de Moza, mais on va faire ça en nature. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? C'est sur Facebook? Alors du coup, on peut retrouver ça sur Facebook, sur ma page Méditation et Conscience. On peut aller aussi sur mon site internet xavierxaelgirard.fr avec l'option Méditation et Conscience. Il y a la partie agenda, on peut retrouver tout ça. Après, il y a la possibilité aussi de me contacter par mail à xavierxaelgirard@live.fr ou du coup par téléphone 06 38 80. Oui, carrément. Hein? Ah ouais, je donne toutes les infos, moi. Vas-y. Hein. Ah ouais, après, je les donne pas si tu veux. Ah non, c'est comme tu veux, non, mais c'était pour la blague. 06 38 87 43 91. 83 91. On mettra toutes les infos sur la page Facebook. De toute façon, ouais. là, de Esprit et Tula, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et puis, vu que c'est une page, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur Facebook pour y avoir accès. Effectivement. Et donc, tu fais aussi des formations, des cercles mixtes, des formations soins énergétiques. Donc, c'est ça en août. Et les cercles mixtes en juillet. Oui. Je vais peut-être faire structurer, du coup, tout ce qui est partie un peu chamanisme, du coup, il y a les sacs de tambour. Il y a un atelier que je vais faire à Issoire, au manoir d'Alice, le 1er juillet, qui sera sur l'animal totem, où du coup, il y aura du tambour, mais là, ça sera plus arriver à bien comprendre qu'est-ce que l'animal totem, comment travailler avec lui, et aller à sa rencontre, du coup, avec une méditation. Et il y aura aussi, en août, un stage que je vais faire du 10 au 11 août, qui est un stage de chamanisme, où là, ça sera autour de la route médecine, qui reprend les qualités des éléments. À Saint-Sylvain-Bellegarde. C'est ça, voilà. Du coup, qui est en Creuse. Un petit coin bien tranquille, perdu dans la campagne. Du coup, l'occasion d'être dans la nature et un moment de ressourcement. Et enfin et du coup, aussi... du coup, après, il y a toute la partie autour du féminin et masculin, donc, notamment avec les cercles de parole. Donc là, le prochain cercle d'hommes que j'organise, donc un moment de parole juste entre hommes, sera comme à chaque fois... Un peu comme ce soir, là, à la radio, sur l'émission. C'est une forme de cercle d'hommes, vu qu'effectivement, on est juste entre hommes. Alors, l'idée du cercle de parole, c'est malgré tout de parler dans quelque chose de plus émotionnel qui nous touche nous-mêmes, souvent autour d'une thématique, pour libérer la voix, libérer la parole et aller dans l'authenticité. Donc, le prochain, il sera le vendredi 28 juin à 19h, donc sur Moza. Après, on va retrouver un cercle de parole mixte, puisque dans l'idée, justement, c'était pas forcément de limiter uniquement aux hommes, mais de pouvoir ouvrir aussi aux femmes et d'échanger entre hommes et femmes. Du coup, Thibaut pourra en parler, puisqu'il a l'occasion d'en faire un. Et donc, le prochain, ce sera le lundi 15 juillet à 19h, toujours dans cette dynamique de libérer la parole et d'aller vers l'authenticité. Et après, il y a des activités qui sont un peu plus, on va dire, tournées vers l'énergétique. Donc, dans les prochaines activités que je vais faire, il va y avoir un atelier sur les guides spirituels le 1er juillet. Du coup, à 19h, qui sera du côté d'Issoire. Ensuite, une conférence sur les vies antérieures le jeudi 11 juillet.
et un atelier énergétique sur la Lune, donc le mardi 16 juillet. Et après, vers la fin des vacances, en août, le week-end du 24-25, voilà, je propose une formation en soins énergétiques que j'avais déjà proposée en mars dernier, qui a beaucoup plu. Donc voilà, c'est une approche, on va dire, qui est assez proche du Reiki, mais j'ai été assez frustré quand j'avais fait la formation Reiki, parce qu'il y a tout un tas d'éléments que j'ai appris bien après, qui me semblent assez importants, donc notamment travailler sur l'ancrage, la protection, bien comprendre les chakras, tout ça. C'est des choses qu'on va voir ensemble, du coup, pendant cette formation. Voilà. Eh bien, ça fait beaucoup de choses déjà. Avec Thibaut, on va continuer l'année prochaine l'émission Espiritula, qu'on vous invite à aimer sur Facebook, aimer la page, car c'est là qu'on vous donnera toutes les actualités et les liens aussi vers les personnes qui participeront à l'émission. Sur ce, je pense que oui. La prochaine fois, ce qu'on aimerait bien faire aussi comme tournure de l'émission, c'est vraiment voir ce que cet esprit veut dire. Donc là, on a vu ça avec le chamanisme. Et après, on aimerait bien se tourner vers Kardec avec tout ce qui est le spiritisme et ce courant qui est né à peu près au XVIIIe siècle, où justement, on essaye 19e, ok, ouais. Peut-être. 19e siècle, où ce courant où on essaye de faire revenir d'une certaine façon les morts parmi nous et comment justement s'articuler cette philosophie à travers des années de christianisme. Et oui, c'est intéressant. Donc on fera sûrement venir un médium ou une médium. Et voilà, sur ce, on souhaite bonnes vacances remplies de belles rencontres et de belles énergies, beaucoup de marches de nature, etc. Pas trop de villes, il faut éviter quand même. À la prochaine.